En attendant, Martin, je vais poser 2-3 questions. Qui est-ce qui a déjà joué avec des infrastructures Big Data? Elles sont en prod? Quelques-uns. Et on est de l'ordre du giga? Du Tera? Tera de données? Ok, pas mal. Ok. Bon, on va attaquer. Eh bien, en avant. Donc moi, je m'appelle Didier Girard. Donc, moi, je suis Martin Görner. Ouais. Donc Didier de chez Sphère. Et Martin de chez Google. Voilà. Ok, donc l'idée, c'est de vous parler de l'infrastructure Google qui permet que Google donne maintenant à disposition pour manipuler des très gros volumes de données, en fait. Tu veux rajouter quelque chose ou non? Rajouter, oui. Alors, juste que moi, quand je suis arrivé chez Google, on avait des sessions un peu de présentation des outils qu'on a à notre disposition. Et c'est assez magique. Enfin, on découvre qu'on a quand même des choses assez intéressantes pour manipuler des données. Il y a des développeurs qui se collent un petit sticker. Mon autre laptop est un data center sur leur. Voilà, c'est rigolo, c'est des blagues de développeurs. Mais ce qui est surtout rigolo, c'est que derrière, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont réfléchi à ces systèmes-là et que ces gens qui sont chez Google, et qu'en fait, ils sont assez accessibles. On peut aller leur parler, ils publient des papiers sur comment c'est fait. Et moi, je trouve ça absolument passionnant. Et donc, c'est pour ça que dans cette présentation, on voudrait vous expliquer 2-3 systèmes, un peu l'intelligence qu'il y a derrière. Donc, voilà les papiers qui ont été publiés. Ce n'est pas tous les papiers, je pense que vous en reconnaissez quelques-uns ici. Ceux sur lesquels on va se pencher, c'est Dremel. Donc ça, aujourd'hui, c'est un produit qui s'appelle BigQuery, qui est une base de données orientée analyse qui permet de traiter des très gros volumes de données. Et puis le deuxième qu'on va regarder, c'est Cloud Data Flow. Donc ça, c'est beaucoup plus récent et il a été lancé en non-bêta il y a 1 mois ou 2, enfin courant août. Et lui, pour le coup, c'est un peu plus compliqué comme produit. On a déjà publié 3 papiers dessus. Et puis, on va un peu plus se pencher sur celui-ci, mais les 2 autres sont intéressants et je vais vous donner les pointeurs pour que vous alliez regarder. Mais d'abord, on va commencer par une petite démo. Une petite démo. Donc, plutôt que de vous faire un grand speech sur BigQuery, je me suis dit, le plus simple encore avec BigQuery, c'est de le montrer. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer, en fait, ce produit. Donc, c'est un produit, il y a plusieurs manières d'interagir avec BigQuery. Sans doute la plus simple, c'est d'abord d'utiliser la console web, en fait. Donc là, j'ai créé un compte chez Google et de ce fait, j'ai accès à BigQuery. Je vais jouer avec une table qui est une vraie… tu devrais peut-être monter la taille. Ah ouais, je vais monter la taille de la police. Là, on ne voit pas grand-chose. Vous me dites quand c'est bon. C'est lisible là? Ça va dans le fond, ouais. Ouais. Donc c'est une table dans laquelle il y a 350 millions de lignes. Elle fait à peu près 30 gigas. Ça représente les articles achetés chez un retailer pour à peu près 200 000 clients pendant un peu plus d'1 an. Donc là, vous avez en gros ces 200 000 clients pendant 1 an, ils ont acheté à peu près 350 millions d'articles. On va lancer des requêtes sur cette base. Première chose que je peux faire, c'est un simple count étoile. Donc c'est ce que je vais faire là. Je lance ma requête. Bon, là, c'est assez rapide. Hein. Il me dit simplement, enfin, tout le monde sait faire ça vite fait. Hein. Il me dit, bon, bah, tu as à peu près 350 millions d'enregistrements, c'est normal. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller un petit peu plus loin, c'est dire, ben, plutôt que de faire simplement ça, je vais dire, je sais pas si, je ne vous ai pas décrit la table, mais si je vous la décris, ici, en fait, chaque ligne a un identifiant. C'est l'identifiant du client. Après, il y a un certain nombre d'informations supplémentaires, quel article il a acheté, à quelle date, combien, le prix, etc. Ce qu'on peut faire là, c'est dire, ben, moi, ce que je veux savoir, c'est sur ces 350 millions de lignes, combien de fois il y a un identifiant pair. Voilà. Donc là, on ne peut pas dire, on a un index pour ça. Vraiment, on se dit, on va vraiment prendre chacune des lignes et on va faire le calcul. Donc je lance une clause where dessus, et puis je dis, ben, quand l'id divisé par 2 est égal à 0. Donc je fais mon petit count, 1 seconde 4. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est je viens de lancer une requête et au bout d'1 seconde 4, il m'a donné le résultat et c'est à peu près 170 millions. Voilà.
Donc ça vous donne un peu une idée. Donc on vient bien de se faire 350 millions d'opérations. On va aller un peu plus loin dans la puissance de l'outil. On va faire un group by. Donc un group by sur 350 millions de lignes. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à faire ça. Non? Petit 30 gigas? Ouais, un petit peu. Ça prend du temps ou? Ouais, un peu de temps. Bon, on va voir là combien de temps ça prend. Donc là, je vais dire, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder quels sont les jours où il y a eu le plus d'achats en fait. Donc je vais faire un group by date, puis derrière je vais faire un petit tri comme ça et ordonné à l'envers. Donc je fais un group by date, order, là je vais mettre as NB, order by NB, desk. Talk. Voilà. Donc là je vais me faire un group by sur 350 millions de lignes. Vous pouvez applaudir, hein. C'est pas moi qui bosse, c'est BigQuery, mais c'est quand même assez impressionnant. On voit, on vient de faire ça en à peu près 1 seconde 7. Ouais, mais tu triches, Didier, tu fais ça sur des petites tables. Ah, tu veux que j'attaque directement les grosses? Si tu as d'autres choses à montrer, ouais. vas-y. Mais... J'ai une petite chose à montrer avant, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y avait que ça comme console pour jouer avec BigQuery, au sens simple à utiliser. Google a annoncé mercredi, il a profité d'un événement qui se passait à Paris pour annoncer un produit qui s'appelle Datalab. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce produit. C'est un produit en fait qui va permettre, c'est une espèce de MATLAB pour jouer avec les données. Voilà. Donc, c'est au-dessus d'un produit qui s'appelait IPython. IPython. Je ne sais pas si qui connaissez IPython, ça vous dit quelque chose, certains? Voilà. Donc en gros, ils ont interactif dans un notebook. Voilà. Donc ils ont repackagé IPython et ils le rendent accessible à travers un service. Donc ce que je vais faire là, c'est montrer maintenant. Donc on a nos requêtes ici. On peut les rejouer dans cet environnement. Le gros avantage, c'est qu'en fait, on va pouvoir maintenant dans IPython lancer des graphiques. Donc là, par exemple, je vais vous montrer simplement que ça marche. Ici, donc je vais là-dedans, je réexécute la query. Donc là, je fais une query, et puis ce que je peux faire, c'est afficher directement le résultat de mes données dans IPython, et du coup, ça me permet de naviguer simplement dans mes données et de les sentir, en fait. Donc, alors, qu'est-ce que tu affiches là? Pardon? Qu'est-ce que tu affiches là? Là, ce que j'affichais, c'était, comme tout à l'heure, le nombre d'articles achetés, et en dessous, c'est quelque chose que j'avais jamais vu avant d'utiliser Datalab. C'est en fait, j'affiche le chiffre d'affaires généré par journée. Et en fait, quand j'ai fait cette démo, je me suis aperçu qu'en fait, certaines journées, il y avait des données aberrantes en fait. Donc c'est très difficile de voir les données aberrantes dans 350 millions de lignes. Par contre, dès que là j'ai fait un group by chiffre d'affaires et voilà le résultat, une somme sur le chiffre d'affaires, et de temps en temps le chiffre d'affaires dans la journée devient négatif, c'est pas très bon signe. Donc soit ils ont vraiment fait des grosses pertes ces jours-là, ou soit il y a une donnée dans ces 350 millions de lignes qui est aberrante, ce qui est assez fréquent dans les systèmes de BI. Et donc là, ça permet de jouer avec les données et de les voir rapidement. Voilà. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller un peu plus loin. Que tu me disais, sur des vraies tables. On va dire que ça, c'est les vraies tables. C'est les tables qu'on peut rencontrer dans la vie actuelle. Il y a un monde qui est en train d'arriver, avec lequel on peut déjà jouer. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent avec des tables comme ça. Pour toi, elles sont vraies, parce que tu es dans le monde Google. Pour moi, elles sont moins vraies, mais par contre, je sais qu'elles arrivent, ces tables-là. Donc, on va jouer avec une table qui va être un peu plus grosse, qui contient 100 milliards de lignes. Là, on dit c'est des vraies tables. Tu peux décrire la table? Alors, c'est des logs de Wikimedia. Donc, c'est les images Wikimedia avec à chaque fois dans la journée combien il y a eu d'accès dessus et la langue de Wikipédia. Vous savez, il y a Wikipédia dans toutes les langues, donc la langue du Wikipédia qui a généré l'accès. Voilà, c'est tout bête, c'est des logs. Donc, Wikipédia France a accédé 25 fois à l'image de la Tour Eiffel. Donc, ce que je vais faire là, je vais lancer cette requête sur ces 100 milliards de lignes. Et ce que je vais demander, c'est en gros de savoir une image particulière, par quel type de Wikipédia elle a été accédée. Ah, tu peux peut-être montrer la requête? La requête, elle est assez compliquée. Elle est là. C'est celle-là. Et en gros, ici, je ne sais pas si vous avez vu, ici, il y a marqué SQL. Donc, en gros, chaque fois que dans les requêtes, les noms des images dans Wikimedia, en fait, il y a de la sémantique à l'intérieur, et donc du coup, on est capable de requêter dessus. C'est le nom de l'image, tout simplement. Et donc là, je vais regarder dans les images qui contiennent SQL, par quel pays elles sont principalement accédées. Donc on va lancer la requête. Là, je précise bien pas de cache, parce que ce ne serait pas du jeu s'il y avait du cache. Je veux vraiment qu'on aille
en base. Donc je vais exécuter la requête sur ces 100 milliards de lignes. Là, je vais déclencher le traitement. Bon, ça ne se fait pas en 2 secondes. On va voir combien ça fait. Donc il y a toujours un petit moment où je me dis, est-ce que je suis bien connecté au réseau? Est-ce que ça va marcher? Combien de temps? Toujours un petit moment d'appréhension. Ça prend en général dans la vingtaine de secondes. Voilà, on a eu le résultat. Là, c'est pareil, on peut applaudir. C'est pas moi qu'on applaudit, hein, c'est quand même BigQuery. On vient de se faire une requête sur 100 milliards de lignes. Montre-nous les chiffres, que ça a mis combien de temps? Donc ça a mis 22 secondes et on a brassé 4 Tera. On a brassé 4 Tera de données. Voilà. Donc on allait lire sur les disques. D'accord, c'est ça que ça veut dire au final. La donnée, au final, est forcément stockée sur un disque. Donc on vient de lire en 22 secondes 4 Tera d'informations. Alors là, je ne suis pas impressionné, je travaille chez Google, donc ça ne m'impressionne pas. Oh. Mais j'essaye quand même de comprendre. Sachant qu'un disque, ça peut débiter en gros 100 mégas par seconde, j'ai l'impression qu'il y a eu plus d'un disque là qui a tourné. Voilà. Donc en fait, ce qu'on vient de voir, c'est on a brassé exactement, puisque je peux accéder aux métadonnées de la requête, donc c'est 22 secondes 5, on a brassé 4,1 Tera. Si on se dit qu'un disque, en fait, le flux maximum qu'on peut avoir en sortie, c'est à peu près 20 mégabytes par seconde, j'ai brassé 4 Tera. 100 mégas. 100 mégas, ouais, pardon, 100 mégabytes par seconde. Ben, on pourrait déjà savoir si j'avais un seul disque, combien de temps ça m'aurait pris. Alors, en local, ça aurait pris combien de temps en local? Si j'avais eu mes 4 Tera ici, je veux tous les lire d'un seul coup, ces 4 Tera, combien ça aurait pris? Donc, la petite règle de 3, 11 heures, 12 heures. Avec un disque à 100 mégabytes par seconde. Bon, il faut probablement doubler ce temps-là parce que ça, c'est que pour lire les données. Après, il faut les traiter. Il faut les traiter. Là, on les a lus. Ok, donc sur ma machine, c'est une requête qui aurait pris 24 heures en gros. Ouais, voilà, c'est bien. D'accord. Et maintenant, je me dis... Elle n'a pas pris 24 heures. Elle n'a pas pris 24 heures. Comment ils ont fait alors? Comment ils ont fait? Donc on peut se dire, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est combien de machines. Donc en fait, combien de disques en parallèle j'ai sollicité, des disques qui envoient de la donnée à 100 mégabytes par seconde, combien de disques j'ai sollicité. Donc c'est le petit calcul que je fais là. Et la réponse, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est 1890. Alors c'est très approximatif, mais en gros 2000 disques. Ça donne un ordre d'idée, quoi. 2000 disques. Probablement donc là, plus. Je viens de lancer une requête. J'ai brassé énormément d'informations. Pour avoir le résultat, il y a à peu près entre 1500 et 2000 machines qui ont travaillé pour me donner le résultat. Alors, voilà sachant que j'ai payé quoi? Parce qu'au final, je n'ai pas payé 2000 machines, sinon je suis ruiné. Qu'est-ce que j'ai payé? Alors là, je ne sais pas combien tu as payé, je n'ai pas les chiffres en tête. Pas les chiffres en tête, mais en fait, on brasse par les téraoctets brassés en fait. Donc l'unité de mesure, ce n'est pas le nombre de disques qu'on a sollicité, le nombre de machines qui ont été mis en œuvre, c'est le nombre de disques, le nombre de téra qu'on a brassé en fait. Voilà, donc vous pourrez regarder, je n'ai pas non plus les chiffres en tête, mais c'est ça, c'est au téraoctet. Donc là, je viens de solliciter 2000 machines, et en fait, ce que je vais brasser, c'est simplement le volume de données que j'ai lu sur mes disques en fait. Alors, explique-nous encore une chose, quand tu as appuyé sur Entrée, il y a 2000 machines qui ont démarré pour faire ce calcul? Exactement. Mais après, elles n'ont pas démarré, elles étaient présentes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a balancé la requête sur ces machines, elles m'ont donné le résultat, et puis après, les machines, elles ont été rendues au pool BigQuery, et puis il y a d'autres requêtes qui sont arrivées et qui permettent de traiter des requêtes venant d'autres machines. C'est ça l'idée. On va revenir à la presse et je vais vous expliquer brièvement, en un slide, comment fonctionne BigQuery. Voilà. Ça veut dire, on n'a pas fait que de la démo quand même. Donc voilà un petit peu, BigQuery, c'est l'architecture. Donc en fait, ce n'est pas une machine, c'est une pyramide de machines. Et chaque étage de cette pyramide a des fonctions bien particulières. Donc l'étage du bas, c'est l'étage qui est responsable de lire sur les disques. D'accord? Donc quand je vous ai dit, il y a à peu près entre 1500 et 2000 machines qui ont été sollicitées pour lire sur les disques, c'est ça, c'est l'étage le plus bas. Là, on avait à peu près 1500 machines, je vais en dire en dessous, sinon c'est trop impressionnant. J'ai à peu près 1500 machines qui ont accédé au disque pour lire l'information. Et en fait, la première partie de la requête est traitée là. Donc par exemple, tout à l'heure, quand je faisais mon group by sur les dates, on va commencer à avoir les compteurs qui vont s'activer là-dedans. Donc chaque fois qu'on lit une ligne, en fait, on va avoir les compteurs qui vont s'incrémenter sur les machines de plus bas niveau. Après, chaque machine qui obtient un résultat, quand elle n'a plus rien à lire, elle envoie son résultat à l'étage supérieur. Et une autre machine qui va consolider l'information issue d'un râteau de machine en dessous. Et puis après, étage final,
on fait le calcul final, on fait des tris s'il y a des tris, s'il y a un limite, on fait le limite, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour une requête simple. Si on a une requête compliquée, bah, il y aura un peu plus d'étages qui vont permettre de bien éclater la requête sur une pyramide d'étages, en fait. Voilà. Et donc, lorsque vous avez un problème qui peut s'écrire, un problème big data qui peut s'écrire comme une requête SQL, là, vous avez vraiment une très bonne solution. On vient de rajouter dans BigQuery la possibilité de rajouter ses propres fonctions, ses user-defined functions, si vous avez votre moyenne à vous et vous ne voulez pas utiliser toutes les agrégations qui sont fournies. Donc ça, maintenant, c'est possible. Vous pouvez en JavaScript rajouter vos propres user-defined functions et lancer vos calculs. Aussi, je pense que si la donnée qui est stockée dans un endroit est un JSON, tu dois pouvoir jouer avec le JSON qui est dedans, en fait. Alors oui, l'autre avantage de BigQuery, c'est exactement ça aussi, c'est que ça s'applique non seulement à des données tabulées, genre table avec des colonnes, mais aussi à des données de style JSON avec des enregistrements qui sont hiérarchiques. Et d'ailleurs, si vous allez lire le papier de Dremel qui a été écrit dessus, il explique principalement ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on applique ces principes de calcul parallèle à des données qui ne sont pas des tables orthogonales, mais des enregistrements hiérarchiques. Voilà. Mais alors, si on veut aller plus loin, c'est-à-dire dans le cas où votre problème il ne s'écrit pas comme une requête SQL, ou alors elle commence à être très longue et vous commencez à avoir vraiment du mal à la maintenir, et que vous avez envie de lancer votre propre pipeline de données, eh bien c'est là que va intervenir Cloud Data Flow, qui est l'autre outil qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui. Je te laisse la main. Merci Didier. Alors, un cas d'utilisation. Par exemple, je voudrais faire quelque chose qui fait de l'autocomplete de hashtag. Vous voyez, comme par exemple, on a l'autocomplete dans la barre d'URL du navigateur, on tape quelque chose, ça fait de l'autocomplete. Je limite un peu mon projet, je fais ça que sur des hashtags de tweets. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai mon sac de tweets. Il faut d'abord que j'aille les lire. Ensuite, il faut que j'aille en extraire les hashtags. Ces hashtags, il faut que je les compte. Voilà, combien il y a de hashtags Argentine, etc. Ensuite, c'est là qu'est l'intelligence. Pour chaque hashtag, je génère tous les préfixes. Donc, Argentine est préfixé par A, par AR, par ARG, etc. Voilà. Et ces préfixes, je vais les grouper. Donc, je groupe tous les A ensemble, tous les AR ensemble, etc. Dans ce groupage, je retiens les complétions les plus fréquentes. Donc, A, c'est le préfixe d'Argentine, d'Ar, etc. Mais quand je les ai groupés, j'ai compté quelles étaient les complétions les plus fréquentes et je retiens les 3 plus fréquentes à ce niveau-là. Et ensuite, j'écris. Voilà. Alors, vous avez vu qu'il y avait des montres à gagner. Petit exercice ici pour ceux, alors déjà, qui est un peu familier de MapReduce? Il y en a quelques-uns, donc l'exercice est surtout pour vous. Ici, combien d'étages... Attends, ceux qui perdent, ils donnent leur montre, ceux qui gagnent, on leur donne une montre. Voilà, c'est ça. Donc attention quand vous répondez que ça ne soit pas la mauvaise réponse. C'est pas du hasard, sinon c'est trop facile. Donc là, dans ce traitement, combien d'étages de MapReduce voyez-vous? Ça prend un œil un peu entraîné pour le voir, mais il y a combien d'étages de MapReduce? Combien de MapReduce on a fait? Et ceux qui répondent, il faudra me dire pourquoi aussi, parce que sinon c'est un peu trop simple de tester tous les chiffres entre 1 et 10. Alors, il y a un truc pour les voir. Hein. Quelqu'un se lance ou je vous donne un indice? Ah, personne ne veut se lancer. Si, ok. Oui. 3. 3 aussi. Ah. Ok. Alors, pourquoi 2? Ouais. Ouais. Oui. Bravo. Donc il y a 2 agrégations, c'est-à-dire deux étages de MapReduce. C'était effectivement ça le type que j'allais donner juste après. C'est qu'il faut compter les agrégations. Donc le count, c'est une agrégation. Là, le top 3, qui est en fait aussi un count pour pouvoir après choper les top 3, c'est une autre agrégation. Donc il y a effectivement 2 étages de MapReduce. Tu pourras venir après choisir ton modèle. Mais bravo. Effectivement, la réponse c'était 2. On peut l'applaudir. Voilà, donc Dataflow, c'est quoi la complexité? C'est que pour faire ça, j'ai besoin de deux MapReduce enchaînés.
Donc, en pratique, ça veut dire déployer 2 clusters MapReduce, les brancher comme il faut, etc. C'est juste un peu chiant à faire. Embêtant à faire, pardon. Donc, Dataflow va proposer un certain nombre de primitives, un formalisme de calcul, qui va vous permettre d'exprimer ces traitements-là dans un langage de haut niveau A en Java. Et ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, c'est que Dataflow est ensuite capable de calculer la topologie réseau nécessaire pour faire le calcul, et puis bien sûr après la déployer tout seul, lancer le calcul, etc. Donc, en formalisme Dataflow, ça s'écrirait à peu près comme ça, avec une fonction de base qui s'appelle parallèle-do, dans laquelle on va faire beaucoup de choses, qui est, disons, l'abstraction de tous les traitements parallèles. Là, j'ai un count, là, j'ai encore un parallèle-do, avec une autre fonction qui, elle, expande les préfixes. Ici, j'ai un top, et puis au début à la fin, c'est juste la lecture et l'écriture. Alors, avant de se plonger vraiment dans ce formalisme, je voudrais juste faire un petit retour sur MapReduce, parce que j'ai vu que tout le monde ne connaissait pas. Donc, MapReduce, c'est quoi? Eh bien, MapReduce, expliqué avec des sandwichs, c'est des ingrédients. La fonction map, c'est là où on les découpe. Ensuite, il y a une fonction shuffle qui les groupe, et une fonction reduce qui fait des sandwichs. Voilà. Vous êtes tous des spécialistes de MapReduce maintenant. De façon un petit peu plus, disons, précise et mathématique, on a des données et on a des machines. Donc ça, c'est des machines qu'on configure avec une fonction M, qu'on appelle map en général, qui transforme ces données. Alors, en les transformant, en général, elle leur associe aussi une clé, ici rouge et bleu. Et donc ensuite, il y a un étage qu'on appelle shuffle, qui va grouper les clés ensemble, et un étage reduce, qui va appliquer une réduction sur les clés de chaque couleur. Voilà. Donc ça, c'est une variante de MapReduce. Maintenant, il y en a une autre, parce qu'il y a des trucs un peu magiques qui se passent quand cette réduction est une agrégation associative. Une addition, par exemple, ou voilà. Là, je vous ai mis les machines, d'accord, pour bien se représenter ce que ça, c'est comme cluster. Les machines sont là, et on les a configurées en leur sérialisant la fonction M, et là, en leur sérialisant la fonction R, et en l'envoyant sur la machine. Alors, dans le cas associatif, bah, c'est pareil, il y a la fonction map, on mappe des choses, mais comme l'agrégation est associative, bah, on peut tout de suite commencer à les grouper et à les agréger, puisque une agrégation associative, ça veut dire qu'on peut faire des sommes partielles et des sommes de sommes partielles, etc. Donc on peut tout de suite commencer à agréger. Donc c'est ce qu'on va faire, on va envoyer le code du reduce directement dans les mappeurs et commencer à grouper et à agréger. Ensuite, on fait notre shuffle, et puis voilà, on refait une agrégation pour sortir le résultat. Alors pourquoi ça c'est intéressant? Bah parce que ça ne sont plus que des sommes partielles. C'est plusieurs ordres de grandeur plus petits que toutes les données. Alors sur un exemple, par exemple, j'ai la population mondiale, je veux compter les Brésiliens et les Chinois. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je fais map, et dans le map, pour chaque personne dans mon fichier de population mondiale, quand je vois un Chinois, je sors un Chinois. Quand je vois un Brésilien, j'émets un Brésilien. Donc j'émets des 1, tagués avec le drapeau du gars. Mais comme je les compte, bah c'est juste un compte, c'est associatif, c'est une somme. Je peux tout de suite commencer à les grouper ici. Donc effectivement, je commence à les grouper, faire des sommes partielles, et puis ensuite, bah ce n'est que les sommes partielles que j'envoie sur le réseau dans mon shuffle. Ça me rappelle quand même bien le premier étage de BigQuery. Tout à fait. BigQuery est basé sur les mêmes principes. Et ensuite, voilà, je sors les sommes finales dans la partie reduce. Alors, regardez ici, 6 milliards d'humains là-haut. Et ici, sur le réseau, j'envoie non pas 6 milliards de données, j'envoie exactement 6. D'accord? 6 sommes partielles. Donc, oui, j'ai quand même gagné de la bande passante. Je suis passé de 6 milliards à 6. Je gagnais de la bande passante avec un facteur 1 milliard. Voilà, donc ça c'était juste pour vous réexpliquer MapReduce et surtout pour mettre l'accent sur le cas où la réduction est associative, où il se passe des trucs un peu magiques, donc il faudra qu'on garde un peu ça à l'esprit. Alors maintenant, en Dataflow, rentrons dans les primitives de calcul. Donc pour garder, disons, la métaphore MapReduce,
En Dataflow, l'étage map, on va l'appeler parallel do. L'étage shuffle, on va l'appeler group by key. Et l'étage reduce, on va l'appeler, dans le cas général, parallel do, parce qu'en fait, ce n'est qu'un parallel do. Parallel do, ça veut dire je prends une collection en entrée, je fais des calculs et ça sort une collection en sortie. Par contre, dans le cas où ce parallel do est une agrégation associative, je lui donne un autre petit nom. C'est en fait parallel do prime ou parallel do avec un booléen qui dit agrégation associative parce que dans ce cas-là, on a vu il se passe des choses magiques, donc j'ai envie de garder cette info. Donc voilà le formalisme. On va travailler sur des P-collections, d'accord? On est en Java, là. On va travailler sur des P-collections, des collections parallèles, qui sont des collections immuables qu'on va transformer. La première primitive qui permet de les transformer, c'est un parallèle do. Collection en entrée, collection en sortie, d'un autre type, hein, on a fait des transformations. La deuxième, c'est le group by key. Donc là, en entrée, j'ai des paires clés-valeurs, et en sortie, j'ai des paires une clé et toutes les valeurs correspondantes. Mon agrégation associative, d'accord, que j'appelle combine values, qui là en entrée, bah, j'ai la sortie du groupe by key, c'est-à-dire une clé et la collection de toutes les valeurs associées, et j'applique sur cette collection mon agrégation qui sort une seule valeur, si c'est une somme, la somme de tous. Et puis, il m'en faut une dernière, mais qui est triviale, ça s'appelle flatten, mais c'est une union d'ensemble. J'ai deux ensembles d'éléments du même type, j'en fais un seul ensemble. J'en aurai besoin, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Bah, d'abord, il faut que je vous persuade que ces quatre primitives sont suffisantes pour tout représenter. Ça, a priori, c'est pas gagné. Donc, on va faire l'exercice d'implémenter, par exemple, le count avec. Donc, le comptage, c'est j'ai une collection en entrée. Alors, pardon, c'est pas ça. J'ai une collection en entrée d'éléments, par exemple, des couleurs, rouge, vert, bleu, etc. Et je veux compter le nombre de rouge, le nombre de vert, le nombre de bleu. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme pour les Chinois et les Brésiliens tout à l'heure, pour chaque couleur, j'émets la couleur est 1. J'ai vu un rouge. Je les passe tous en revue comme ça. Ensuite, je les groupe par clé, la clé étant la valeur de l'élément lui-même. Donc, je les groupe par clé et puis le 1 que je viens de sortir. Et donc là, j'ai une collection où j'ai une clé et tous les 1, donc une fois 1 pour chaque rouge que j'ai vu par exemple, en sortie de mon groupe by key. Je n'ai plus qu'à faire une agrégation, c'est-à-dire la somme de tous les 1 dans cette collection. Et j'ai ce que je voulais, c'est-à-dire une collection de paires où j'ai une couleur et le nombre de fois que j'ai vu cette couleur. Donc là, c'est bon. J'ai réussi à implémenter un count basique avec mes primitives parallel do, group by key et combine values. Alors vous allez me croire sur parole pour dire que j'arriverai à faire le join aussi. Je ne pense pas qu'on ait le temps de le faire, mais vous pourrez regarder sur le slide et le faire en exercice vous-même. On sait aussi faire un join avec ces primitives. Et en fait, on sait faire à peu près tout ce qu'on veut avec ces primitives-là. Donc c'est celle-là qu'on va utiliser pour exprimer nos calculs. Et une fois que ce calcul est exprimé en Java, ce que Dataflow va faire, c'est que vous allez, à la fin de ce calcul, lancer le calcul, vous allez faire pipeline.run, et au moment du run, ce qui va se passer, c'est que tous ces calculs qui sont en exécution lazy, c'est-à-dire exécution déférée, vont en fait créer en mémoire un arbre d'exécution. Donc là, je vous mets un exemple d'arbre d'exécution. Les carrés rouges, les losanges bleus, là, ce sont des parallèles do. Là, j'ai un join, là, j'ai un count, j'ai un flatten. Ça peut être un exemple d'arbre d'exécution qui est créé. Donc, vous écrivez votre code. Quand vous l'exécutez, ça ne fait rien quand ça parcourt les parallèles do, etc. Quand ça arrive sur run dans le code, eh bien, ça crée cet arbre en mémoire et ça va l'optimiser. Alors, on va un peu regarder comment. Déjà, juste pour voir que là, on a un exemple qui en fait est issu de la vraie vie. Ça, c'était la demande d'un marketeur dans un site web de retail. Alors, qu'est-ce que c'est? Le marketeur, il veut voir pour chaque panier acheté, il va avoir un petit log qui lui dit qu'est-ce qu'il y avait dans le panier, est-ce que la personne a réussi à payer ou pas,
et puis combien il a visité de pages avant d'acheter. Voilà, c'est ce qu'il veut. Et en entrée, bah, on a les logs du site. Là, on verra le nombre de pages que le monsieur a visité. Le site, bah, c'est un vrai site, il utilise plusieurs prestataires de paiement qui n'ont pas des logs compatibles, donc on fait rentrer les deux logs, on leur fait un espèce de pré-traitement pour les mettre au même format, et puis ensuite seulement on peut les traiter. Et puis il se trouve que j'ai mes logs de checkout, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un dit acheter, j'écris dans la base le contenu de son panier à ce moment-là. Voilà, donc j'ai tout ça à faire. Il se trouve qu'il me demande aussi dans un autre format pour un autre outil qu'il utilise, le marketeur, il me demande aussi juste le log de checkout. Donc voilà, ça c'est sa demande. C'est pas le graphe le plus propre, mais c'est le besoin métier, c'est ce qu'il me demande. Donc, soit. C'est ça que j'ai en mémoire comme graphe d'exécution, c'est ça que je vais exécuter. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme transformation sur ce graphe? Ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des petites transformations pour me ramener à des structures connues pour lesquelles je connais la topologie du cluster. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque j'ai deux nœuds, deux parallèles 2 à la suite. Alors, rappelons-nous ce que c'est qu'un nœud comme ça. C'est une machine que je sais configurer. C'est-à-dire, je sais lui dire où lire les données, je sais lui dire où les écrire, et je sais qu'il faut lui envoyer la fonction désérialisée pour faire le traitement des données. C'est vraiment ça que ça veut dire. Et donc, quand j'ai deux nœuds comme ça, est-ce que je peux les mettre en un? Alors, la question c'est, est-ce que pour cette machine-là, je saurais lui dire où aller chercher les données, où aller les écrire, et quel est le code sérialisé qu'il faut lui envoyer? Ben oui, je saurais. L'entrée, c'est celle-là, la sortie, c'est celle-là, et le code sérialisé, ben, c'est le code des deux fonctions. Donc ça, je saurais configurer une machine qui fait ça. Si j'ai deux nœuds côte à côte, ben, c'est pareil. Je sais aussi configurer une machine qui fait les deux opérations. Une machine peut très bien avoir plus d'une entrée. Une machine est capable de lire deux fichiers, il n'y a pas de souci. Et pareil, est capable d'écrire dans plusieurs sorties. Et je sais qu'il faut lui envoyer le code de ces deux fonctions pour faire ce qu'il faut. Donc pareil, ça, je sais configurer une machine qui fait ça, donc je peux faire ces transformations dans mon graphe. Et puis, dernière opération de transformation, celle-là est plus facile. Flatten, rappelez-vous, c'est une union d'ensemble. Donc, que je fasse ce traitement, que je mette les résultats en commun et que je leur applique ça, bon, c'est la même chose que si je fais les deux séparément et ensuite c'est que les résultats que je mets dans le même sac. Ça, c'est trivial. Et puis, l'intérêt, c'est que group by key, dans la sémantique de group by key, c'est déjà, je prends toutes mes entrées, je fais une union dessus, et ensuite je fais group by key. Donc, en fait, le flatten devant le group by key, ça sert à rien, puisque flatten, c'est union d'ensemble, et dans la sémantique de group by key, il y a déjà une union d'ensemble. Donc, je peux le virer. Voilà. Alors, je ne fais pas toutes les transformations qu'on peut faire. Il y a des trucs et astuces, voilà, c'est pas aussi simple. Mais avec ces transformations, on essaie de se ramener à une structure qui ressemble à ça, parce que pour celle-là, on va savoir l'implémenter avec des vraies machines. Alors, quelle est cette structure? Cette structure, on va faire de la topologie avec les mains, parce que c'est génial, c'est beaucoup plus facile qu'avec des équations. Cette structure, en fait, on l'obtient en prenant un groupe by key, n'importe lequel, on le prend et on tire dessus. Et tous les groupes by key qui viennent avec, parce qu'ils sont connectés au même nœud avant par des flèches, eh bien, on va les mettre dans la même structure. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une structure qui a un étage de mapper, un étage de groupe by key, plusieurs, pas forcément les mêmes, et en sortie de chaque groupe by key, j'ai une agrégation associative et un autre traitement parallèle. Là aussi, une agrégation associative et un autre traitement parallèle. Et puis, bon, juste pour que ça soit plus simple à transformer le graphe, je peux faire une sortie directe aussi. Pourquoi j'essaie de me ramener à ça? Parce que ça, bah là, ça commence vraiment à ressembler à un MapReduce. C'est un MapReduce un peu plus compliqué, d'accord? Il n'y a pas un seul map, il y en a plusieurs, mais c'est pas grave. Tant que je sais comment ils sont définis, je sais comment configurer les machines. Il n'y a pas un groupe by key, il y en a plusieurs, mais pareil, tant que je sais les flèches, c'est-à-dire la sortie de quoi va où, bah, je sais faire ces groupements-là. Et puis là, en sortie, j'ai préservé le fait que si j'ai une agrégation associative, elle est directement après le groupe by key, donc je peux la forwarder dans les mappers et faire l'optimisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça,
croyez-moi sur parole si besoin. Ça, je sais la topologie de cluster nécessaire pour implémenter ça. Donc, je vais essayer de m'y ramener. Alors, allons-y, faisons l'exercice. Voilà, la demande de mon commercial. Moi, je suis le développeur. Qu'est-ce que je fais avec ça? Déjà, count et join, je les remplace par leur équivalent en opération de base. On a vu tout à l'heure qu'on savait les faire en opération de base, parallel do, combine values, group by keys. Donc, c'est ça, en fait, le graphe que je suis en train d'optimiser. Maintenant, je vais descendre mon flatten. Vous le voyez, le flatten qui descend là? Il descend encore une fois. Là, group by key avec 2 flatten avant, on a vu, on peut le supprimer puisque le group by key, dans sa sémantique, il y a déjà une union d'ensemble sur toutes ces entrées. Donc je les enlève. Maintenant, vous voyez, j'ai plein de nœuds ici qui sont sur la même ligne. Je peux les mettre en un seul nœud. Allons-y. Une fois, 2 fois, 3 fois. Encore une fois là, encore une fois ici en sortie. Là maintenant, je vais juste réarranger les nœuds pour que ça soit un peu plus clair. Donc là, il n'y a pas de transformation compliquée, je les bouge seulement. Je rajoute, juste pour reconnaître ma structure, des opérations identité qui font rien, mais qui me permettent mentalement de reconnaître ma structure. Et voilà. J'ai reconnu ici 2 groupes que je sais implémenter avec des vraies machines. Et donc, ça va donner ça au final. Voilà, ça c'est mon cluster. Donc ça, c'est des machines. Je sais quelles entrées leur envoyer, je sais où envoyer leur sortie, et je sais surtout quelles sont les fonctions Java que je dois leur envoyer sérialisées pour qu'elles soient capables de faire leurs calculs. Donc là, je suis passé à partir d'une description complètement en Java que je peux exécuter en local, débugger, etc., à une description qui est le cluster de machines à déployer. Et ça, c'est fait automatiquement par Dataflow. C'est ça le grand intérêt. Voilà. Alors, comme je vous disais, il y a plusieurs autres technologies intéressantes dans Dataflow. Là, ce que je vous ai expliqué, c'est le contenu du papier qui s'appelle Flume Java. D'accord. Il y en a un autre qui a été publié que vous pourrez regarder tout seul, qui s'appelle Millwheel, qui lui parle de la plomberie. Parce qu'une fois qu'on a un cluster comme ça et qu'il fait des calculs, il faut s'assurer que chaque donnée passe une seule fois et une seule par chaque étape du calcul. Donc ça, c'est pas forcément simple, surtout avec des réseaux qui peuvent être pas fiables, des machines qui peuvent exploser, etc. Donc, ils ont décrit ça précisément. Et puis, le dernier qu'on vient de publier, qui s'appelle The Dataflow Model. Alors là, c'est un petit peu plus intéressant et on va passer les 10 dernières minutes sur celui-ci. Donc, là, ce qu'on a vu, c'est des calculs en mode batch. Donc, on l'a vu sur l'exemple des tweets. En gros, l'idée de ce qu'on vient de voir, c'est comment écrire simplement des batch MapReduce, en fait. Voilà, exactement. Si je résume... tout à fait. Ouais. Alors, pas MapReduce simple, hein, il peut y avoir plusieurs MapReduce dans le... compliqué, quoi. Voilà. Ouais. Comment on peut le faire? Mais je crois, Didier, toi, tu n'étais pas très content avec mon exemple du début, l'autocomplete de tweet. Voilà. Donc, en fait, l'autocomplete de tweet que tu nous as montré, il est... c'est assez années 2000. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je prends tous mes hashtags depuis le début et puis je calcule quels sont les hashtags les plus fréquents. C'est bien, mais ce n'est pas avec ça que je vais faire des trends, en fait. Ce qu'il y a sur Twitter, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière heure. Donc, tu veux un autocomplete sur les tweets de la dernière heure, c'est voilà. ça? D'accord. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de dire, je prends le code que tu as fait, et puis en le modifiant un minimum, m'arranger pour que toutes les 5 minutes, il me calcule qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière heure. Donc, il te recalcule toutes les 5 minutes le modèle qui permet de faire les autocompletes. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ça la magie de Dataflow. C'est un système qui va vous permettre à la fois de faire du calcul de type batch sur des data lakes, mais qui va aussi vous permettre de faire du calcul sur des fenêtres temps pour manipuler des streams d'informations, en fait. Donc on va voir que c'est exactement la même techno. Hein. Là, simplement la différence, c'est qu'on va juste modifier un petit peu le code de manière à pouvoir amener cette notion de fenêtre. Première chose qu'on doit faire, là on ne va pas lire sur un fichier, on va lire sur un stream d'informations. Donc dans l'univers Google, en fait, il y a un produit qui s'appelle PubSub, dans lequel on va publier de l'information, on va pouvoir y souscrire pour la relire. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que le code Dataflow, plutôt que de lire sur un fichier, maintenant, on va lire sur un stream.
Donc un stream comme ça, il est capable d'encaisser jusqu'à 100 000 informations par seconde. On peut déjà commencer à traiter un petit peu des choses avec. Donc ça, c'est la première transformation que je dois faire. Si je fais ça, pour l'instant, je ne suis toujours pas sur une notion de fenêtre temporelle. J'ai simplement un stream d'informations. Pour avoir la fin du calcul, ce qu'il faut, c'est que j'attende qu'il n'y ait plus d'informations dans le stream, en fait, que je le coupe. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter une deuxième instruction qui va amener cette notion de fenêtre. Donc Dataflow intègre ça nativement. Je peux rajouter des fenêtres. Donc là, ce que je viens de rajouter, c'est une fenêtre glissante qui va faire un calcul sur les 60 dernières minutes et il va déclencher un calcul toutes les 5 minutes. D'accord ? Donc toutes les 5 minutes, je déclenche un calcul sur les 60 dernières minutes en fait. Voilà. Il y a 3 types de fenêtres dans Dataflow. Il y a des fixed windows. En gros, on va dire un instant T, toutes les 250 millisecondes, tu m'ouvres une nouvelle fenêtre. Il y a les sliding windows et il y a les session windows. Donc les fenêtres glissantes, on va dire par exemple, moi ce que je veux, c'est s'il y a de l'information sur un identifiant qui arrive pendant 20 minutes, s'il n'y a pas eu d'espace de plus de 20 minutes dans l'information qui est arrivée, comme une session de type HTTP, ça va faire partie de la même fenêtre en fait. Donc on a des fenêtres de type session qui pouvaient être, du point de vue temporel, plus ou moins longues. Et le troisième papier et surtout la vidéo qu'on a référencée, que je vous conseille très fortement de regarder, en fait, explique comment on va gérer proprement tout ce qui peut arriver dans un système de streaming à fenêtrage. Donc, quand une donnée déjà, quand on fait ces calculs, le calcul est produit avec quel retard? Il ne peut pas être calculé au moment immédiatement, parce que toutes les données n'arrivent pas immédiatement. Quand il y a des données qui arrivent en retard, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est toutes ces choses-là que les ingénieurs ont disons, systématisé et puis ils ont mis un framework autour pour vous permettre d'écrire des streams de calcul qui vous donnent à la fois la donnée, disons, temps réel, avec un certain retard et puis une certaine inexactitude si vous avez des données qui arrivent beaucoup plus tard que le calcul, et puis à la fois vous donner, par exemple, vous permettre d'écrire qu'en fin de journée, je veux le résultat exact. Jusqu'ici, ceux qui avaient cette approche-là, données temps réel, données exactes en batch à la fin de la journée, ils étaient obligés de déployer 2 solutions différentes pour le faire. Là, on unifie en un seul calcul ces 2 notions grâce à donc, ce formalisme de fenêtrage et de données temporelles. Là, je vous invite à regarder la vidéo. Il y en a pour plus de 5 minutes d'explication. Super vidéo. Elle est vraiment très compréhensible. Je vous invite vraiment à la regarder. Elle est super pour comprendre tout ça, en fait. Alors, démo. Donc, on va passer sur une démo. Moi, montrer Dataflow, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est trouver un exemple concret. Et il y a une chose que je ne supporte pas, c'est les gens qui double-cliquent sur un lien hypertexte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Qui a déjà vu des gens double-cliquer sur un lien hypertexte? Tout le monde a déjà vu ça. Ça vous énerve pas? Là, arrête, il y a juste de cliquer. Donc l'idée c'est quoi? En fait, c'est quoi? Si j'étais capable de capter tous les clics souris sur les liens hypertextes, j'ai renvoyé sur mon serveur, il faudrait que je mette en place un petit système qui me permette de détecter les double-clics. Si je détecte un double-clic, hop, je renvoie une pop-up et je vais dire arrête, tu es sur le web, pas la peine. Okay. Ça pourrait être amusant. Puisqu'il faudrait, c'est un système qui encaisse la charge, donc genre 100 000 clics par seconde, voilà. On est déjà sur des gros sites web, on peut y aller. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Pardon? Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est, je vais vous expliquer un petit peu la chaîne qu'on va mettre en œuvre. Donc première chose qu'il faut, c'est trapper les événements, donc les clics. Deuxièmement, ce qu'il faut, c'est les filtrer, les transformer, et puis derrière, générer des systèmes de report. Donc report, ça peut être une pop-up qu'on envoie, où on pourrait faire très bien des statistiques, mes utilisateurs, il y a X% qui font des double-clics sur les liens. On pourrait faire des comparatifs de sites web, où est-ce qu'il y a les plus, c'est-à-dire les plus avertis entre les sites web. Voilà. Donc dans la chaîne de produits Google, voilà, c'est une chaîne qui est assez cohérente du point de vue des perfs. Tous les produits sont capables de traiter 100 000 events par seconde. PubSub, Dataflow, BigQuery. Actuellement, c'est ce qu'ils proposent. Si vous voulez aller plus loin, j'ai entendu dire que c'était possible. En tout cas, comme ça, de base, c'est ce qui est supporté en standard dans les produits. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que, comment je dois m'y prendre? En gros, je vais avoir une ligne temporelle. Sur cette ligne temporelle, je vais avoir des événements. Et qu'est-ce que c'est qu'un double-clic? C'est simplement quelque chose c'est 2 clics successifs dans une fenêtre de moins de 250 millisecondes.
Donc, première chose que je dois faire, c'est de capturer mes événements. Donc, en fait, il y a dans Dataflow quelque chose qui permet comme ça de créer un pipeline d'événements. Ils appellent ça une P-collection. Donc, ce que je fais ici, c'est que si à partir de la donnée, je crée une P-collection. Je suis en train de lire la donnée, puis je crée une P-collection. Les P-collections servent à représenter à la fois des collections statiques et des streams, donc des collections qui n'ont pas de bord. Ouais. Donc, deuxième chose que je dois faire, c'est ces clics, les rassembler pour un utilisateur donné par fenêtre. Et puis, dès que je détecte, déjà, première chose, je les rassemble par fenêtre. Pour l'instant, je n'ai pas encore compté, juste, j'ai dit, dans les mêmes 250 millisecondes, je les rassemble par fenêtre. Donc, voilà ce que ça donne. Et alors, s'il y a quelqu'un qui voit l'implémentation sous-optimale que Didier nous a fait, il gagne une montre. Mais sinon, celle-là, je vais vous la dire. Fixed window, mais fixed window toutes les 250 millisecondes. Et si tes clics groupés ne sont pas alignés à l'intérieur de ta fenêtre, tu en as perdu. Pas tout à fait. J'ai utilisé une fixed window. Donc, si j'ai un clic qui arrive admettons, à la 249e milliseconde et puis j'en ai un qui arrive à la 251e, ils ne seront pas dans la même fenêtre. Ça, c'est le problème des fixed windows. Là, j'aurais dû utiliser plutôt une session window de 250 millisecondes en fait. Et dire, dès qu'il y a s'il y a plus de 250 millisecondes d'interruption, on change de fenêtre en fait. J'aurais dû utiliser une session window. Merci de m'avoir remonté ce bug. Voilà. Donc, deuxième chose que je dois faire, c'est compter. J'ai récupéré l'information dans les fenêtres. Deuxième chose que je fais, je compte. Donc là, j'ai une instruction qui me permet de compter. Martin nous a expliqué ça tout à l'heure en long, en large et en travers. Et puis derrière, je filtre. Je laisse passer que les choses dans lesquelles il y a plus de 2 clics. Donc j'ai un filtre. Je connais un filtre et puis je le mets sur ma chaîne de traitement. Voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais lancer ma démo. Et puis, je vous expliquerai après ce qui est en train de se passer. Donc là, tu la lances en local? Je la lance sur l'infrastructure Google. J'aurais pu très bien la lancer en local, ça aurait fonctionné, réponse instantanée. Donc j'aurais tourné sur ma petite machine. Voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que je vais provisionner un cluster de machines. Sur ce cluster de machines, on va installer la chaîne de produits Dataflow. Donc c'est monter un cluster de machines, installer les produits, et puis commencer à récupérer les événements, déclencher les traitements, et puis générer un report. Et juste pour info, tu as demandé combien de machines? Là, il y aura. Je crois que ça se voit dans ta ligne de commande. Je crois qu'il y a. J'ai demandé maximum 50 et là, il y a 3. Au final, je le sais, il y aura 3 à 4 machines qui seront provisionnées parce que je n'ai pas fait un très gros calcul. Donc voilà, donc ça, c'est comment ça se passe. Donc PubSub, Dataflow et le report. Donc en fait, pour les besoins de la démo, ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas vraiment branché sur un vrai stream, sinon il aurait fallu qu'il y ait des gens qui cliquent en fait dans la salle. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à obtenir des vrais double-clics sur vos smartphones. Quoique, peut-être, hein. Il y a des gens très agiles. Voilà, donc ce que je fais, c'est que j'ai une machine de type compute, donc un serveur qui va me générer des événements. Derrière, je filtre. Et puis après, je vais envoyer un report dans BigQuery et puis un report dans Cloud Storage. Cloud Storage, c'est un système de bucket. Donc on peut envoyer des résultats de traitement dans un bucket. Le code que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ça. Donc voilà. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est mes événements. Et on va pouvoir aller dans la console et voir cette chaîne qui est en train de s'exécuter. Donc on va aller dans la console, qui est ici. Donc ça, c'est la console d'administration, console développeur de la plateforme cloud de Google. Donc les démos que je vous ai faites tout à l'heure sur BigQuery, elles sont accessibles ici. Puis donc vous êtes dans la section Big Data. Et puis là, je vais simplement aller dans la section Dataflow. Et on voit qu'il y a un job qui est en train de s'exécuter. Donc si je me connecte à ce job, on va voir où il en est. Donc là, il est en train de provisionner les machines. Et puis, une fois que tout sera provisionné, installé, il va déclencher le traitement dessus. On peut aller voir dans la section Compute. Je crois qu'il tourne déjà d'ailleurs, hein, quand c'est marqué Running. Je pense que même il a fini puisque les machines ont été déprovisionnées. Donc on va retourner dans la partie Dataflow. Ah non, elles sont là. Je n'ai pas fait refresh. Donc là, il y a les machines. Et ce qu'il est en train de faire, je pense justement, c'est en train de les shooter là. Il a fini son job. Donc il a déclenché le traitement, déclencher les machines, installer les softs qu'il fallait dessus, lancer le filter, écrit dans BigQuery et dans Cloud Storage, et là il est en train de déprovisionner les machines. Donc si je vais sur Dataflow, je vais ici, et là on voit que mon job est terminé. Donc il y a eu ici bien un succès d'écriture sur BigQuery, et puis là on est sur l'écriture dans le Cloud Storage en fait, sur le bucket. Et ce que je trouve assez sympathique ici,
c'est que même ça, c'est le graphe d'exécution que vous avez spécifié. Donc là, on reconnaît tout ce que Didier a tapé comme code, le count, le parallèle do, filter greater than, etc. On a vu tout à l'heure que ce graphe était très lourdement bidouillé pour générer un cluster d'exécution optimisé pour exécuter ça. Mais dans la visualisation, on fait l'opération inverse et on vous l'affiche telle que vous l'avez écrit, sinon vous n'y comprendriez plus rien. Mais donc on sait faire cette opération inverse pour, dans la UI, vous afficher les opérations que vous avez en tête et pas les opérations que nous, on est en train d'exécuter. Voilà. Vous n'avez pas à faire ce changement de perspective mentale vous-même. Donc là, on voit les machines, maintenant, le process est fini, il m'a déprovisionné les machines, en fait. Donc moi, en tant que développeur, hein, installer un cluster Hadoop, mettre un HBase dessus, ou peu importe, du Spark, etc., c'est pas ma tasse de thé. Ce modèle-là me plaît bien, c'est-à-dire que je code en Java, et à un moment donné, je dis, bah, déploie, et ça s'exécute, en fait. Ça me va bien. Voilà. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Et je crois qu'il nous reste 1 minute de questions, s'il y en a. Et vu qu'il y a une seule montre qui a été gagnée, les questions extrêmement pertinentes pourront en gagner une deuxième. Oui, dans le fond. Alors ça serait possible parce qu'on publie effectivement l'impact écologique moyen de nos data centers. Ça, si vous allez sur google.com/datacenter, c'est décrit. Donc ça serait une règle de 3 supplémentaire à faire et on pourrait le mettre, oui. Est-ce que vous avez des docteurs qui font des sujets? Est-ce qu'ils partent toujours du postulat que l'énergie est infinie ou est-ce qu'il y a des gens qui bossent sur un système de recherche qui serait low energy dans un sens où ça va être... Alors, il y a la R&D chez Google pour faire des data centers low energy, elle est extrêmement intense. Parce qu'il il faut voir que low energy, pour vous, ça représente gagner des centimes. Pour nous, ça représente gagner des milliards. Et donc, justement, on le publie. Hein, il y a même les gens qui travaillent là-dessus vont même dans des conférences pour expliquer comment sont construits les data centers. On essaie de les mettre à côté d'une ferme éolienne. On essaie de monter la température dedans pour ne pas avoir à les rafraîchir trop, etc., etc. Enfin, on essaie de les mettre dans les pays froids aussi, plutôt que dans les pays chauds. Donc il y a tout un tas de bonnes pratiques et de R&D qui est faite sur les data centers pour arriver à dépenser des watts en calcul et pas dépenser des watts en chauffage ou clim, etc. Oui. Une question en fait, donc là on a vu la partie traitement et stockage sur les aspects notamment en BigQuery par exemple. Qu'est-ce qu'on peut mettre en entrée en fait une source de données à traiter? C'est le jeu ou j'ai des contraintes? Le Dataflow? Alors, sur BigQuery, BigQuery a une API de streaming. Donc, BigQuery, c'est soit je charge ma table, voilà, donc j'envoie un fichier, soit si je veux l'utiliser en temps réel. Donc, BigQuery, ce qu'on a vu, c'est une base orientée analytique. Donc, c'est une base qui est read-only, c'est-à-dire on ne peut pas changer les données qu'une fois qu'elles sont dedans, on peut juste rajouter des lignes. Et son but, c'est de faire des requêtes de type analyse où on parcourt toutes les lignes et on calcule des moyennes, etc. Donc, BigQuery, il y a une API pour envoyer des nouvelles lignes dans les tables, qui est capée à 100 000 lignes par seconde. Donc là, vous pouvez appeler l'API pour aller balancer vos données directement dans BigQuery. Et ensuite, pour faire des traitements plus génériques, donc qui ne concernent pas seulement BigQuery, mais tous les autres outils, il y a PubSub, qui lui aussi c'est une API. Donc là, vous allez streamer vos données dans PubSub et ensuite il y a vos autres traitements qui vont s'abonner à cette donnée-là dans PubSub et à ce moment-là commencer à la recevoir. PubSub sert de buffer d'entrée en fait entre votre stream et les données que vous pouvez, les traitements que vous pouvez faire sur l'infra de Google. Je vous rappelle quelque chose. C'est en fait quand on dit temps réel, on peut écrire dans BigQuery. Ce matin, le petit jeu que j'ai fait, donc à la fin, il y en a qui m'ont dit non, c'était pas vrai, tout était préprogrammé, etc. Mais non. En fait, je stockais vraiment tous les événements, tous les SMS qui avaient été envoyés, je les stockais dans BigQuery en fait. Donc c'était vraiment en temps réel, quand un SMS arrivait, je m'arrangeais par un proxy à l'envoyer qui était sur mon téléphone, je l'envoyais dans BigQuery. Et puis quand je cliquais quelque part, je faisais une requête sur un serveur qui faisait une requête dans BigQuery, qui me disait, voilà, c'est quoi entre ce truc et ce truc qui a le plus de réponses, et puis je renvoyais le résultat en faisant un send redirect sur le slide suivant.
Et d'ailleurs, ça c'est aussi une bonne utilisation. Enfin, on vous a fait des démos, parce qu'évidemment les démos c'est rigolo de faire sur des très grandes quantités de données, mais sur BigQuery et Dataflow, ce que les ingénieurs essaient de faire, c'est des outils qui sont extrêmement simples d'utilisation. Et qui sont tellement simples d'utilisation que pour des données qui sont petites, en fait, elles sont quand même extrêmement pratiques. Faire ça, c'est... je pense que j'ai fait toute la démo en codant le proxy sur Android plus la partie serveur, c'était 3 heures. En testant, etc. C'est rien. Et sachant que du point de vue du run, j'utilise App Engine, j'ai 28 heures de CPU, gratuit. Puis du point de vue de BigQuery, je ne sais pas cette requête combien elle a brassé 8 kilos. Je peux vous dire qu'avant que je paye 1 centime, il va falloir que je fasse quelques fois cette requête. Donc voilà, on est sur des infras où bien sûr elles sont capables d'encaisser des très très gros volumes, mais dites-vous que vous êtes aussi capable d'avoir des reports avec peu d'informations. La différence, c'est que vous ne payerez rien. Alors, autre question là-bas. Alors, excellente question. Ouais. Effectivement, ça c'est une question qui vaut une montre. Donc, effectivement, ça on n'en a pas parlé. À un moment, donc là, parlons de BigQuery. Après, je donnerai la réponse sur Dataflow qui est beaucoup plus trivial. On le fait à la main. Mais parlons de BigQuery. Dans BigQuery, effectivement, j'ai posé la question à Didier quand tu as appuyé sur Entrée, combien de disques ça a lancé. En fait, il a dit non, ça n'a rien lancé. BigQuery tourne, mais ça veut dire que la donnée a été shardée sur tous ces disques. Quand est-ce que c'est arrivé ça? Tout simplement quand on la charge. Quand on fait upload dans BigQuery, lui la distribue sur ses disques. Quelle est la clé de sharding? Il se débrouille. Il se débrouille. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Il se débrouille. Enfin, il fait plus que se débrouiller. Il va s'arranger pour prendre en compte que le fait qu'un disque, c'est capable de... il y a des limites en termes d'IO, et s'arranger pour qu'il puisse hautement paralyser ça, de manière à avoir des résultats qui sont en unité seconde, en fait. Donc, non. En fait, quand on fait une requête, sur BigQuery, il n'y a pas d'index, et quand on fait une requête, après il y a l'optimisation. Je vous parle d'utilisation basique de BigQuery, on fait un full scan. On va vraiment lire tout sur les disques. Donc après, dans la manière dont c'est stocké, c'est un peu le savoir-faire de Google, c'est de s'arranger pour comment on va faire la requête. On l'a mis de telle manière à ce qu'au moment où on va la regarder, ça aille très rapide, ce soit hautement parallélisable sur la lecture, en fait. Et pourquoi il n'y a pas d'index? Il y a une raison qui est technique, c'est qu'on est capable d'encaisser des très gros flux en écriture. Martin disait qu'on pouvait streamer. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on peut streamer jusqu'à 100 000 informations par seconde. Imaginez mettre un index à jour 100 000 fois par seconde. Simplement, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'index. Et c'est pour ça que du coup, ils disent comment est-ce qu'on fait pour être performant en lecture? Il faut hautement paralyser. Non, je pense... Lit de Dremel déjà, papier de Dremel, je pense qu'il y aura déjà... Mais il se débrouille. Et c'est un peu ça l'essence, à la fois BigQuery et Dataflow, c'est qu'il y a beaucoup de choses dedans qui sont en autopilote. Et beaucoup de choses non triviales qui sont en autopilote. Effectivement, sharder proprement, c'est non trivial, c'est en autopilote. Dans Dataflow, quelque chose dont on n'a pas parlé, je dis juste une petite parenthèse ici. Lorsqu'on fait des groupes by key, il y a le problème des hotkeys. Voilà, je dis de grouper par telle clé, j'ai 1 milliard de données, mais en fait, j'ai une clé qui a 900 millions de données dedans et tout le reste sont éclatés sur les autres. J'envoie ça à mes reduce. En général, quand on fait du reduce, on envoie une clé à chaque machine, ou 2 clés, ou 20 clés à chaque machine. Mais si je fais ça et que j'ai une distribution sur mes clés qui n'est pas du tout homogène, j'ai 99 machines qui font rien et une machine qui est en train de mouliner dans la choucroute et qui finira jamais. Ça, c'est le genre de choses que Dataflow sait détecter. Il sait recharder une machine. Il sait détecter qu'en fait, il y a une hotkey quelque part, que cette machine mouline, que les autres font rien, et il sait recharder ce job-là automatiquement. Encore un exemple disons, d'autopilote. Et c'est ça qu'on essaie de faire. De mettre le plus d'autopilote possible pour que vous puissiez appuyer sur Entrée et pas vous poser des questions compliquées sur le run. Oui. Alors, excellente question aussi. Alors là, j'ai pas de cas exact en tête, mais on a testé quand même,
les graphes d'exécution produits automatiquement par Dataflow versus des graphes d'exécution produits à la main par des gens qui connaissent MapReduce et qui ont regardé les calculs à faire et qui ont dit, bah, moi qui suis spécialiste, je pense que c'est comme ça le plus optimal à faire. Donc si vous allez voir le papier Flume Java, les tests sont dedans. Et on est un tout petit peu plus mauvais que l'expert qui sait bien faire, mais un tout petit peu plus mauvais de l'ordre de 10%. Enfin, on n'est pas 2 fois plus mauvais, on est quand même très très bon avec cet algo automatique. Ouais, bon, pour résumer, si j'avais, en gros, j'ai des jobs MapReduce à faire, voilà un petit peu l'algo que vous pouvez avoir en tête. Il y a 90% de vos jobs que vous pouvez balancer dans BigQuery. Il y en a 9% qui vont aller dans Dataflow, et puis il y en a 1%, peut-être qu'il faudra faire à la main. Ouais, c'est un peu ça les ratios que vous pouvez avoir en tête. Datalab. Datalab. Voilà. Datalab, je vais pas montrer. Donc là, ce qu'on a vu, c'est BigQuery, c'est vraiment l'outil pour le data scientist. Là, il peut faire des requêtes et puis là, il a les résultats sur les vraies données en quelques secondes au lieu d'attendre la nuit que ça tourne sur son infra habituel. Et puis là, on vient de lancer Datalab qui lui permet de faire ça de façon un peu plus pratique dans le format que les gens aiment bien utiliser, le format où j'ai un notebook, où je fais mes calculs, comme ça je peux le partager avec d'autres gens, on peut collaborer dessus, etc. Dernière question et puis on s'arrête là. Oui? Est-ce qu'on peut choisir la localisation géographique des serveurs Alors on peut, alors, pour pas dire de bêtises, oui, on peut choisir sur tous les produits qui sont dans Cloud, dans Google Cloud Platform. On a 3 régions, US, Europe, Asie. Après, sur Dataflow, comme il est passé en General Availability il y a 1 mois, est-ce que cette feature-là, elle est activée? Je vais demander à Alexis au fond. Non. Bon. Eh bien, il faut regarder la documentation. Normalement, oui, mais comme il vient de sortir de bêta, c'est peut-être possible que ça soit US only pour l'instant en région, mais ça veut juste dire que ça va venir parce que on veut garantir la disponibilité de tous les produits en Europe, US, Asie au moins. Bon, dernière question, parce qu'il y a des gens qui veulent rentrer. Est-ce que vous proposez par exemple des calculs matriciels en répartie, tout ça Alors, calcul matriciel, est-ce que calcul matriciel, ça rentrerait dans le formalisme Dataflow? Non, pas tant que tel, je pense pas. Donc Là, pas c'est pour plutôt l'instant. c'est de la GPU que tu veux en fait. Ouais. Merci à vous. Et les Merci, 2 au revoir. personnes qui ont gagné des montres, venez les chercher.